Chacun de nous a deux loups en lui, qui ne cessent de s'affronter. Le premier loup est bon, ne fait aucun tort, vit en harmonie avec ceux qui l'entourent, combat quand c'est juste de le faire. L'autre loup est en colère. Il se bat, souvent sans raison. Il domine et est dominé par la peur. Et lequel des deux loups l'emporte à la fin? Salutations Fury et non-Fury. Récemment, enfin il y a un certain temps, a eu lieu le sondage sur Twitter pour savoir laquelle de ces deux séries allait être mise à l'honneur. Vous avez vu le titre de la vidéo, inutile de dire qui a gagné. Cependant, c'était aussi la manga analyse la plus compliquée à écrire tant la série est riche, complexe et atypique, et que ces différents éléments ont tendance à s'entremêler pour former une toile dont on peine à tirer un fil. Donc, je dois vous prévenir, c'est aussi celle où il va y avoir le plus de spoilers à ce jour. Si en cours de vidéo vous êtes curieux, la série est toujours en vente, mais si 22 tomes c'est trop pour votre budget, vous avez aussi l'excellente adaptation animée sur Netflix. Bien, soignez vos apparences, prenez garde à vos instincts, on part faire des allers-retours entre l'Institut Shiriton et le district d'Algema, retrouvez le microcosme d'une société fabuleuse. Beastars est une série débutée dans les pages du Shonen Champion Comics qui s'est achevée, comme dit plus tôt, en 22 tomes. Elle est la suite spirituelle de Beast Complex, une autre série de la même mangaka par Itagaki. Bien que Beast Complex prenne à chaque chapitre deux personnages inédits et raconte une histoire indépendante, il pose les bases de ce que sera Beastars. A noter aussi qu'avec sa façon de nommer les chapitres par les deux espèces mises en avant, on pourrait les appeler les fables de Paru Itagaki. C'est donc d'abord dans Beast Complex que sont établies les premières règles de Beastars ainsi que ses premières transgressions. La société des animaux, avec ses lois pour la bonne entente entre carnivores et herbivores, abrégé Carni et Herbie, mais aussi les écarts vis-à-vis des mêmes lois, par la ressortie des bas instincts, les scandales qu'on préfère étouffer plutôt que rendre une justice qui fragiliserait la paix, les agressions d'Herbie par des carnis au prétexte de justice et qui font que les Herbies ne sont peut-être pas des monstres si différents, le fait qu'on puisse tomber sous le charme d'une autre espèce même si elle nous mange le petit bout, les ghettos qui se transforment en marché noir pour acheter de la viande, le spécisme, bref, rien n'a été inventé dans l'univers de Beastars sans être passé par Beast Complex. À part les personnages. À l'Institut Shiriton, alors qu'a récemment eu lieu le meurtre d'un membre du club de théâtre, Tem l'Elpaga, le loup gris Legochi, sur qui les soupçons s'étaient d'abord portés, fait la rencontre de nuit d'une lapine naine, Haru. Depuis, deux facettes de sa personnalité ressortent. Celle du prédateur avide de chair chaude et palpitante, et une autre, tout aussi inédite pour le jeune loup. Il s'avérera qu'en fait, Legochi développe un amour sincère pour cette jeune femme qui a vu l'homme derrière le prédateur. Mais ne pouvant faire taire aussi facilement le dit prédateur, Legochi doit apprendre à devenir plus fort pour pouvoir vivre avec celle qui fait désormais battre son cœur, ce qui implique aussi de trouver sa place dans la société, ses codes et ses tabous. Avant de rentrer dans le scénario, qui va être compliqué à aborder tellement il est mêlé à l'univers, parlons de l'univers en lui-même. Précisons aussi que les règles du dit univers sont révélées au fil de la série par diverses stratégies. Ça peut être diégétique, comme les explications sur les régimes alimentaires adaptés, par le biais d'une page spéciale en fin de volume, et qui permet de placer quelques perles comme celle sur le rayon des préservatifs en pharmacie, ou carrément par un chapitre qui, en plus de permettre à l'auteur de faire une pause sur le scénario, raconte un instant de la vie d'un autre personnage random. Sinon, vous l'avez compris, on est dans une société d'animaux anthropomorphiques à la manière de Zootopie. Les échelles de taille entre les espèces sont respectées, même si Beastars s'autorise quelques écarts à ce sujet, où les infrastructures sont pensées en fonction de cette variante, il y a cependant une différence de taille. Zootopie n'a d'anthropomorphique que des mammifères. Pas un oiseau, poisson ni autre espèce. Ça aurait sans doute fait beaucoup trop de travail de modélisation pour les animateurs de chez Disney. Dans Beastars, toutes les espèces sont anthropomorphisées à l'exception des insectes. Il faudra attendre la deuxième moitié de la série pour voir un touriste poisson, dont on ne reverra aucun autre représentant par la suite, à l'exception d'un requin blanc. Mais ça marque une autre grosse différence entre Zootopie et Beastars.
on ne peut pas édulcorer la question du régime alimentaire. Manger de la viande, c'est manger une personne de la société. Pour qu'herbivores et carnivores puissent coexister, la consommation de viande est donc interdite. Dans Zootopie, on peut supposer que les poissons et le poulet ça se mange, les absents ont toujours tort. Dans Beastars, à la place, les carnis doivent compenser ce manque de protéines par un régime végétarien adapté, expliquant la présence d'espèces dites domestiques. Ce sont des espèces créées par génie phylogénétique et sélection reproductrice. Les poules et les vaches fournissent des protéines dont les carnis ont besoin avec des œufs et du lait. Ce qui est bien plus crédible que dans Zootopie où l'on sort des pâtisseries produites avec du lait et du beurre provenant d'on ne sait où. Hey, Judith, tu veux goûter ma bonne tarte faite avec amour? Mais où as-tu trouvé le lait pour la faire? Si tu veux, j'ai une fanfiction Rule 34 pour t'expliquer. Enfin, bref. On a aussi des carnis domestiques, chiens et chats, qui sont plus intelligents, moins forts et surtout moins agressifs que les espèces sauvages, dans le but d'avoir une société plus apaisée. Mais on a toujours les dites espèces sauvages présentes, ce qui fait bizarre quand on y réfléchit. Ces domestiques sont une des nombreuses conséquences d'une guerre qui opposait Carnis et Herbie il y a 90 ans dans la série. Ça peut sembler léger, surtout avec cette question de création d'espèces domestiques, mais à l'échelle de notre histoire, où la Seconde Guerre mondiale s'est terminée il y a bientôt 80 ans, et où de moins en moins de nos aïeuls sont encore vivants pour nous en parler aujourd'hui, c'est une échelle réaliste. Mais malgré les régimes, les animaux domestiques et la loi, il est impossible de totalement taire les instincts primaires, et il arrive que des attaques de carnis fassent des victimes, que ce soit par une perte de contrôle ou par choix volontaire. Et là, on entre lentement dans le tabou de la société, qui est que les carnivores ne peuvent pas totalement vivre de régime et d'eau fraîche. La consommation de chair est gravée dans leur culture, et il est pratiquement impossible d'y échapper. Et là entre en scène le marché noir, ghetto en version anglophone. Je trouve ce choix de traduction dommage pour la version française, puisque ghetto suggère que pour survivre dans un quartier pauvre, il faut partir sur un commerce illégal comme la drogue ou les armes, ce qui renvoie de fait à des situations réalistes sur la dépendance sous toutes ses formes, car le marché noir ne fait pas marcher que de la viande, mais aussi de la drogue et du sexe. Et quand à la fin, spoiler, Herbies et carnivores détruisent ensemble le marché noir à coups de marteau et autres outils, on se voit, sans le terme ghetto, privé de la question de relocaliser ses habitants avec sa destruction officielle. Mais je divague assez. Le marché noir, c'est donc le cœur névralgique de la société, où les carnis peuvent acheter de la viande, récupérer auprès des morgues et services de pompes funèbres de manière clandestine, et calmer leurs instincts prédateurs pour continuer à fréquenter la civilisation. Du moins, tant qu'ils ne tombent pas dans l'addiction. Auquel cas, un psychiatre, un brin taré, y a établi sa clinique. Mais c'est un marché noir et donc c'est tabou de parler du marché noir aux herbies, bien que ce soit un secret de polichinelle pour un certain nombre d'entre eux. Ce qui pose un problème majeur pour la société. Les carnivores, pour n'agresser personne, doivent consommer de la viande, mais ce n'est pas un gage de non-agression, et les herbivores, plus petits et chétifs pour la plupart, vivent et sont éduqués dans la crainte d'être un jour dévorés. Des émissions polémistes façon CNews posent même les carnis comme ennemis du vivre ensemble. Ce qui est un peu paradoxal quand on y réfléchit vu que c'est un appel à la haine. De ce fait, pour une partie de la population, les carnivores sont perçus comme de potentiels monstres en puissance s'ils n'apprennent pas à se sociabiliser et à réfréner leurs instincts de prédateurs. Certains sont même contraints par la loi de prendre des médicaments aux effets secondaires lourds pour atrophier leurs muscles. Mais à force de réfréner leurs forces et leurs griffes, de nombreux carnis se sentent diminués. Notons aussi que la restriction de viande semble bien mieux tolérée par les femelles carnis que par les mâles, ce qui fait que le carnivorisme est plus un problème d'homme et le rapproche symboliquement de la masculinité toxique. Il est mis en scène comme tel à plusieurs reprises, que ce soit dans un club de striptease du marché noir, dans une usine laitière dirigée par des léopards, de la façon dont la brebis Seven est traitée dans la société où elle travaille, ou encore dans la relation entre Haru et Legochi, le personnage principal. Puisqu'à 2 reprises, le loup manque de lâcher prise et de dévorer la lapine. Pire encore, Legochi, jaloux de l'attention que Haru porte à Louis quand il parle d'aller la sauver d'un gang de lions, parle d'elle comme d'un trophée. À ce moment, c'est un nice guy, un homme qui attend une faveur d'une femme en échange d'un service rendu, et qui reste hélas très présent dans l'imaginaire collectif.
Mais avec cette menace de carnivorisme, Paro Itagaki tord le cou à ce concept. Legochi, s'il veut vivre avec celle qu'il aime, doit d'abord faire un travail sur lui-même pour se débarrasser de ses pulsions carnivores et donc de sa masculinité toxique. Quand je vous disais que je pouvais difficilement dissocier univers et scénario... D'ailleurs, puisqu'on parle du rapport homme-femme, parlons des relations et du sexe. Car oui, la question du sexe est présente dès le tome 1, mais devient plus explicite au tome 2, à travers le personnage de Haru. Entre les meurtres souvent sanglants et ça, on comprend pourquoi Kiyun a préféré classer la série en seinen avec l'adaptation en français. Cela dit, ce thème est bien mieux amené que la sextape dans Dreamland. D'abord, les quelques scènes qui en impliquent ne sont pas explicites et restent plus érotiques que pornographiques. Ensuite, au lieu d'avoir une influence sur les rêves pour mettre des péripéties artificielles dans les pattes du héros, la question a réellement une place dans Beastars pour un certain nombre de raisons. Déjà parce que les carnis risquent de manger des herbies à cause d'un simple baiser, et surtout parce que l'hybridation y est un sujet plus tabou encore que la viande. Les aventures interespèces dans la période du lycée ne sont considérées que comme des aventures, certains individus ont même déjà des fiancés de leurs espèces, et surtout, à l'âge adulte, un communautarisme est mis en place par un système d'allocation familiale qui encourage à rester avec un conjoint de sa propre espèce pour en conserver la pureté. Et même dans les médias, c'est encouragé. Dans un chapitre où Legochi et Juno se font la réflexion sur ces allocations, alors que tous deux sont amoureux d'Herbie, les gens et les journalistes les voient comme un beau couple. Mais même dans les faits, on ne peut pas donner raison aux défenseurs des couples interespèces si facilement. Les carnis risquent toujours de dévorer leurs conjoints, et les hybrides sont des enfants forcément défavorisés dès la naissance, du fait que leurs parents ne touchent pas d'allocation pour eux. Mais surtout, les hybrides ne trouvent pas une place saine dans la société. On voit ça notamment avec Melon, hybride entre un gazelle et une léoparde, n'étant ni pleinement carni ni pleinement herbie, il a des instincts des deux espèces. Envie de tuer des herbies mais sans la faim de viande, et crainte des carnis. Mais en plus de cela, la nourriture des deux types d'espèces est sans saveur pour lui, alors que les autres espèces raffolent soit de légumes, soit de viande. Il vit dans une frustration permanente, et son seul plaisir, à part tuer des gens, revient à se faire tatouer des feuilles de melon par un paresseux dont la lenteur fait virer ses séances de tatouage en sadomasochisme sanglant. Rajoutez une relation malsaine avec sa mère et vous avez une icône queer qui n'a rien à envier au plus grand méchant de chez Disney. Oh, maman! Quand je vous disais que je pouvais difficilement dissocier univers et scénario, en parlant d'animaux hybrides, bien que en tant que furie ça ne m'a pas gêné, ça m'amène au seul truc que je peux critiquer négativement, et c'est plus du chipotage personnel qu'une vraie critique. Il y a un certain nombre d'incohérences zoologiques, et même si on part avec un univers construit de manière le plus réaliste possible, on part de plus en plus vers des incohérences, voire carrément on oublie le réalisme, enfin le pseudo-réalisme, pour avoir quelques situations très fantastiques. Petite liste. Non, les zèbres ne vivent pas dans les forêts de bambou pour se camoufler, mais dans les plaines africaines, et leurs rayures sont un moyen de perturber les insectes piqueurs comme les dents qui veulent atterrir sur leur peau. Non, les varans ne produisent pas de poison violent, mais leurs morsures forcent les proies à se réfugier dans des cours d'eau où des germes finissent par les infecter et les tuer par septicémie aggravée, ce qui est ressemblant mais différent. Non, les varans n'ont pas la queue qui repousse comme celle d'un lézard. La Nordeste Experience n'est pas une sorte de communion avec les morts. Si les bouts de corps de varan ne repoussent pas, alors Legochi, bien qu'il ait hérité de gènes de son grand-père varan, ne peut pas faire repousser ses poils et encore moins ses crocs comme ça. Les taches de léopard ne bougent pas sur leur corps. Enfin bon, on peut toujours trouver des explications par-ci par-là. Pour les zèbres, c'est peut-être de la méconnaissance de la part de l'auteur, tous les animaux ont des idées reçues sur leur biologie. Pour le poison des varans et le fait que leur queue repousse, pareil. La Nordeste Experience, comme le moment où Legochi mange un insecte encore vivant, c'est utilisé comme une facilité scénaristique façon Harry Potter et les reliques de la mort. Les crocs de Legochi qui repoussent, c'est qu'il commence à accepter symboliquement sa force de carnivore, Non, en vrai même l'auteur a sorti un bullshit scénaristique de son chapeau. et les taches de léopard, c'est Melon qui en parle, on pourrait dire que c'est un délire de sa folie. Même si ça n'en a pas l'air, puisque quand l'assassin de Thème est perdu dans son délire amoureux au moment de son exécution, les cases ont des bords arrondis comme pour souligner sa perception faussée. Mais si le relâchement de la mangaka par rapport à son univers d'abord rigide peut en gêner certains, notamment avec les expériences spirituelles un peu psychodéliques, ou l'apparition de plus en plus évidente de l'hybridation avec l'âge et les traumas, on peut lire dans ce relâchement un marqueur qui montre que Paro Itagaki lâche prise dans l'écriture comme dans le dessin et se lâche pour écrire des histoires plus libres.
C'était long. La suite. Si vous trouvez que j'ai fait de gros spoilers jusqu'à présent, c'est que vous n'avez encore rien vu. Partant de cet univers complexe qui s'est construit au fil de la série, revenons-en au début, à l'événement premier, le meurtre de Temlel Paga, et on va comparer à la première scène de Zootopie, la chasse au lapin. Chez Disney, cette première scène est racontée par un narrateur-acteur et brise donc le quatrième mur, et sa fin nous montre que c'est factice. Qui montrerait une scène de mort explicite à des enfants? And death. Maybe Stars vise un public plus âgé, adolescent, et encore adolescent japonais. Donc le meurtre est bel et bien un vrai meurtre, traité avec tout le sérieux que ça implique, et pose d'emblée le problème d'entente entre Herbise et Carny. Dans l'animé, Thème active même par accident une diapo d'exposé sur la coexistence entre Herbise et Carny, pour souligner le paradoxe avec plus de force. Cette séquence, de nuit et dans le secret qui plus est, suffit à elle seule à nous montrer dans quel genre d'univers nous pénétrons. Un univers où, sous un vernis de bonne façade, la réalité n'est pas aussi tendre que chez Disney. Tout ce premier chapitre semble être écrit comme une histoire courte et autonome. Donc, faites l'effort quelques secondes d'imaginer que vous n'avez pas vu les Legoshi en couverture, ni lu la quatrième de couverture. Quand vous arrivez à l'apparition de cette ombre menaçante et que vous la reverrez agir bizarrement et avec une certaine nonchalance, osez me dire que vous ne trouvez pas les Legoshi suspects. C'est à travers les yeux d'un autre herbivore, Else, qu'on va découvrir le vrai visage de ce loup menaçant, à savoir un mec gentil, mais maladroit, pas très doué en relations sociales, habitué à être regardé avec défiance et qui veut juste faire les choses qu'il juge importantes. A noter aussi que presque tous les personnages nommés dans ce chapitre sont membres du club de théâtre, comme quoi les apparences sont une chose importante dans les codes de cette histoire. Ce chapitre se suffit à lui-même. Mais dans un magazine shonen, il faut présenter un chapitre chaque semaine. Et de l'aveu de l'auteur, c'est quand elle a terminé les chapitres du premier tome qu'elle a enfin su vers quoi elle voulait aller. Au début, on avait deux personnages opposés. Legoshi, un grand loup gris asocial et complexé par sa nature de grand carni puissant, qui se recroqueville dans son coin, attendant que cette société le dévore métaphoriquement. Et Louis, le cerf rouge, frêle mais charismatique, ambitieux et imbu de sa personne, presque brutal et tyrannique comme une bête prête à dévorer son monde pour sa propre survie. Le genre d'opposition qui n'appelait qu'à être shippé. Et là débarque un personnage féminin qui va cristalliser pas mal des enjeux de la série et appeler les autres protagonistes à évoluer avec elle, Haru. D'entrée de jeu, elle est présentée comme une perdante, quels que soient les efforts qu'elle fait pour se débattre dans ce monde impitoyable. Impitoyable à la fois pour les petits animaux, les herbivores, et les femmes dans une moindre mesure. Femme qui n'a trouvé que le sexe pour être prise au sérieux et arrêter d'être infantilisée, quitte à se taper une réputation de prédateur sexuel et de traîner, mais qui reste physiquement faible et à la merci de plus puissants qu'elle, à savoir presque tout le monde. Ce qui va cimenter le scénario de la série, c'est la façon dont chacun de ces personnages va voir la société, comment ils vont évoluer en interagissant les uns avec les autres et comment ils vont se changer et changer le monde autour d'eux. Commençons par Haru parce qu'il y a moins à dire sur elle. Elle est présentée comme le personnage de femme faible, là pour introduire une histoire d'amour impossible, mais ce serait se tromper lourdement. Déjà, Haru énonce clairement son problème. Les hommes la voient comme ils la voudraient et se délaissent d'elle quand ils comprennent qu'elle a du caractère. Le sexe, qui est un moyen pour elle de s'afficher comme une adulte, devient aussi source d'ennui, surtout avec le harcèlement d'une Junon bafouée. Mais de sa rencontre avec le grand et timide puceau qu'est Legoshi, avec qui elle va pouvoir s'exprimer plus librement sans être obligée de coucher avec, elle va surtout évoluer psychologiquement, et de personne qui se disait perdante dès sa naissance, elle va développer les compétences et l'assurance qui lui permettront d'évoluer au milieu des carnivores sans les craindre. Même sa vision de la mort évoluera quand elle demandera à Legoshi de l'emmener au marché noir et qu'elle voudra visiter un établissement spécialisé en viande de lapin. Pour rappel, on ne mange de préférence que de la viande morte, donc si un lapin meurt de sa belle mort, être mangé après, c'est un peu comme terre, tu redeviendras terre, on n'a pas de prise dessus, et on est déjà mort, donc à moins d'émettre une dernière volonté sur le devenir de son corps, à quoi bon se tracasser de ce qu'il deviendra? La seule chose non acceptable, c'est le meurtre. Deux personnes qui ne voyaient que ses défauts, Haru avait besoin d'évoluer mentalement pour s'affirmer avec assurance.
L'autre élément de son personnage, à savoir sa passion pour les plantes, est peu exploité dans la série. Elle gère seule le club de jardinage du lycée et ira dans une université spécialisée en botanique. Louis, pour sa part, est le modèle de lycéen parfait. Il est d'ailleurs le candidat idéal pour devenir un nouveau Beastars. Bon sang, j'ai oublié de parler de ça! Un Beastars, c'est un MacGuffin. Non, plus sérieusement, un Beastars est un statut professionnel flou et mal défini au début de l'histoire. Plus tard, on arrive à se faire une idée moins vague sur ce que c'est, mais la définition exacte n'est pas figée et chacun peut se faire sa propre idée de ce que c'est. Pour moi, c'est un politicien qui certes a une aura de prestige qui lui donne autorité, mais surtout qui maintient les apparences en place. Et le seul Beastar qu'on croise dans la série qui agit différemment des autres Beastars, c'est Batman. Ah pardon, c'est Yaya. Donc Louis est candidat pour devenir Beastar, avec l'ambition de changer la société. Il est né, ou a été vendu tout petit, au marché noir pour servir de repas à des clients qui aiment manger de la viande vivante, bien que drogué aux somnifères. Il ne doit sa situation actuelle qu'au fait d'avoir été acheté par un PDG stérile et sans héritier. Il a vu l'envers du décor et a bien conscience des problèmes de la société et en est dégoûté. Il veut donc apporter sa pierre à l'édifice. Mais le jour où Haru se fait kidnapper par un gang de lions, il est sommé pour garantir sa candidature en tant que Beastar de laisser passer l'affaire, et incapable d'utiliser les armes de la politique, accepte ce deal, et perd Haru quand Legoshi décrétera qu'elle lui appartiendra quand il l'aura sauvé. Suite de quoi, Louis veut se suicider et disparaître en abattant le chef du gang des lions et se laisser dévorer par ses sbires. Sauf qu'il décide de redorer le blason de leur gang en le nommant chef. De nouveau l'outil de quelqu'un d'autre, Louis n'accepte de jouer le jeu que pour sa propre survie. Avoir été l'acteur vedette du club de théâtre doit bien aider. Et redécouvre le marché noir avec la vision d'un adulte. Et que ce lieu est plus nuancé que ce dont il avait fait l'expérience étant petit. Et quand il a la possibilité de quitter le marché noir vivant, c'est pour aider Legoshi à affronter et arrêter le meurtrier de Thème. L'enquête de la mort de ce dernier est un enjeu tardif car mis de côté de la première moitié de la série. Perdant une jambe au passage et refusant de suivre la formation de Beastar suite à ce nouveau scandale étouffé. On reverra assez peu Louis par la suite, on rencontrera sa fiancée avec qui on sent qu'il finira malheureux en couple. Moi, si je dois finir avec quelqu'un qui regarde CNews à chaque Eva et jusqu'à la fin de mes jours, je pense que je finirai asexuel ou que je me pendrai. Jusqu'à ce que l'affaire Melon le mêle de nouveau aux affaires de Legoshi et du gang des lions, lesquels ont voulu remplacer Louis par l'hybride et s'en sont finalement mordus les doigts. Legoshi lui proposera de faire le travail de Beastar à deux pour arrêter Melon, et au final, ils associeront leurs capacités respectives. La force physique de Legoshi dans le marché noir, Louis au micro devant les chaînes de télévision pour rompre le tabou qui cimente toute la société, forçant la population à voir la vérité en face, à prendre des décisions collectivement et à joyeusement détruire les enseignes de magasins de viande du marché noir. Donc, même si la vie de Louis, après la fin de la série, sera relativement pourrie, il aura au moins fait ce qu'il voulait faire pour la société. Ne reste qu'à parler de Legoshi et... Legoshi. C'est avec toi que l'auteur sera le plus sadique. Rien ne lui sera épargné et surtout pas les cicatrices. À la fin, quand on regarde Legoshi, il fait plutôt peur à voir, mais restons sur le début. Déjà dans les 4 premiers chapitres, à part sa bonne foi, aucun trait de personnalité ne ressort clairement, et c'est à partir du 5e chapitre qu'elle se développe, quand il s'effraie de ses propres pulsions prédatrices, de la force qu'il peut mettre en œuvre, comparant celle-ci à celle d'un démon, et qu'il culpabilise la nuit durant. Legoshi n'assume pas sa nature profonde, ni son corps, conséquence d'un discours banalisé sur la menace que représentent les carnivores. Il va tâtonner pour comprendre ce qu'il est, ce qu'il ressent, découvrir les parties de sa personnalité qu'il apprécie, de celles qui le dégoûtent, ce qu'il veut garder et changer, et ce contre quoi il doit lutter s'il veut vivre avec Haru. Et plus la série avance, plus les choses empirent. Notamment quand il se retrouve avec un casier judiciaire au milieu de la série qui lui interdit toute union avec une herbivore. Et même quand la perche est tendue, selon laquelle le Beastar prenant ses fonctions se voit accorder un vœu sine qua non, ce n'est pas avec une solution de facilité qu'il va vouloir s'en sortir. Non. Jusqu'au bout, Legoshi veut vivre selon ses propres termes. Il préférera quitter le lycée, trouver un appartement et un job alimentaire, réapprendre à se contrôler quand le désir de viande le tenaillera, comme le fait sans doute une première cigarette, et refuser toute invitation au marché noir quand les autres carnivores comprennent qu'il en est à cet état de la dépendance. Et la seule autre chose qui va lui faire quitter le chemin de croix qu'il a suivi,
sera de suivre un chemin encore plus difficile quand Yaya, le Beastar actuel, lui demandera de l'aide dans sa traque de l'hybride Melon, parce qu'amoureux d'une lapine et lui-même hybride à un certain degré, il est et sera lui-même confronté à la question. Surtout que Melon, qui est particulièrement intelligent pour cet univers, a ce potentiel de changer la société mais ne le fait pas en bien. Melon pose, ou plutôt cristallise, la question du bien et du mal. Ça se fait de manière très maladroite et abrégée vers la toute fin de la série, mais cette vision n'est pas différente de celle qui est proposée dans Shaman King, à savoir que les gens ayant reçu sainement de l'amour sont capables d'être justes et altruistes et que la perte ou l'absence d'amour fait énormément de dégâts et pousse les désespérés dans le repli sur soi, le vice et la violence pour compenser. Mais si cette référence à Shaman King est trop obscure pour vous, je vais vous en citer une autre un peu plus occidentale. N'aie pas pitié des morts, Harry. Aie pitié des vivants. Et par-dessus tout, de tous ceux qui vivent sans amour. Cela me permet de revenir sur le parcours global de Legochi. Il a un parcours finalement assez typique de héros de shonen, mais avec des variantes. Il commence avec un potentiel préexistant qu'il n'exploite pas. Au lieu de ça, soit par paresse comme dans Shaman King ou Oshin, ou par manque de motivation comme dans Prince of Tennis, Legochi ne développe pas ce potentiel par son éducation. Après avoir rencontré Haru, il commence à développer une ligne de conduite plus forte qui va le pousser à se confronter à de nouveaux défis, affronter un gang des lions, puis démasquer et arrêter le meurtrier de Thème, doit s'entraîner pour devenir plus fort, connaît un échec retentissant et se voit privé de la voie de la facilité en étant confronté à un obstacle infranchissable, son casier judiciaire, et doit reprendre la route, l'entraînement et chercher de nouvelles solutions pour espérer atteindre son droit au bonheur. Ce faisant, sa façon de voir les choses aussi évolue. Alors qu'il ne voyait que le méchant qui a enlevé la princesse dans sa tour concernant le chef du lion, il verra son ennemi suivant comme un malade dont il faut protéger ses camarades, mais gagne parce que son ennemi accepte de se rendre à la fin, et quant à Melon, ça va encore plus loin. C'est un ennemi qu'il faut sauver de lui-même et qu'il souhaite sincèrement comprendre. Les buts de Legochi deviennent plus altruistes envers ses ennemis, car ils sont aussi une partie de la société malgré tout, et qu'il faut aussi faire un pas vers eux, quitte à devoir se battre si besoin. C'était vraiment long. Vous l'aurez sans doute compris en regardant les extraits présentés durant la vidéo, Haru Itagaki a un style aussi atypique qu'identifiable. Tellement identifiable qu'on le reconnaît même quand elle dessine des humains dans Sanda, sa série actuellement en cours. Pour parler du style, parlons vite fait du parcours de Haru Sensei. Au lycée, elle s'était inscrite dans une filière d'art plastique, développant ses compétences entre autres à l'aquarelle et à la peinture à l'huile. C'est au cours de cette période que naîtra un proto-Legochi, mais elle stupéfia tout son entourage en changeant d'avis sur son choix de carrière et intégra une filière de cinéma. C'est au cours de la 3e année que l'ambiance de la formation montre ses limites et le cinéma nécessite de se constituer un réseau pour pouvoir percer. C'était de trop pour notre futur mangaka qui passe à un autre médium. Même si c'était dur pour elle, il ne lui aura fallu que 6 mois pour avoir sa première série, Beast Complex. Et déjà à l'époque, certains de ses codes scénaristiques prennent naissance. Le style aboutira quelques années plus tard. Pour les couvertures, en plus de l'encre noire, elle utilise l'aquarelle, ce qui rend d'autant plus dommage de ne pas bénéficier des pages couleurs lors de la reliure des tomes. De son école de cinéma, elle réutilise des codes pour la lumière et la façon de séquencer l'action, ce qui donne une lecture fluide et agréable. Si au début le style rebute, on a quand même quelques compensations, notamment pour moi en tout cas le travail des mains détaillé et réaliste, à tel point qu'on sent que la mangaka utilise ses propres mains comme référence. Je rappelle que c'est ce qu'il faut faire car les références libres ne sont pas du plagiat. Et toujours dans les références, Haru avoue s'être inspiré de l'acteur français Mathieu Amalric. Je suis sûr qu'on peut trouver quelques bibles référentielles dans toute la série. Plus la série avance, plus les codes, si je puis dire, du style Haru se précisent. Notamment l'utilisation de traits épais et courbes faisant ressortir les éléments comme les griffes, crocs, pleine lune, fourrure, etc. Même les corps, dans leur posture, n'échappent pas à cette distorsion, ce qui tranche avec les blocs assez droits dont ils étaient constitués au début. En somme, le style est moins rigide, ce qui va de pair avec le lâcher-prise sur l'univers dont on a parlé plus haut, et ce sont tous ces éléments qui, mis bout à bout, font qu'on ne peut plus quitter l'histoire après l'avoir commencé. Et dans les scènes plus légères où le dialogue a plus de place, on a des illustrations plus légères faites de figures simplifiées, tracées au point de feutre, comme on peut le retrouver dans ses dédicaces d'ailleurs.
Que vous appréciez ou non le registre de Paru Itagaki, Beastars a su se faire une place monumentale dans l'industrie du manga et de l'animation. Il fait figure d'ovni, est fascinant et complexe à analyser, et j'ai beau avoir tenté de faire un tour complet, on peut toujours continuer à décortiquer la série pour sortir d'autres éléments. J'ai pas abordé par exemple les rares éléments LGBT bien présents, mais ça fait partie des nombreuses bis avec lesquelles jouer. Reste que Beastars est, à ce jour, sans doute la meilleure fable noire qui questionne notre société contemporaine. J'espère pour ma part avoir rendu justice à ce pilier. Si vous avez lu Beastars ou si vous envisagez de le faire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez aussi à mettre le pouce vers le haut pour le référencement et à vous abonner, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Chacun de nous a deux loups en lui qui ne cessent de s'affronter. Le premier loup est bon, ne fait aucun tort, vit en harmonie avec ce qui l'entoure, combat quand c'est juste de le faire. L'autre loup est en colère. Il se bat souvent sans raison, il domine et est dominé par la peur. Et lequel des deux loups l'emporte à la fin ? C'est celui que tu nourris.